Alors, je vais vous parler donc, comme prévu, de la souveraineté sur un plan institutionnel, historique et général. Je l'ai fait l'an passé pour l'IHEDN. Je le refais de manière plus brève et sous un autre angle. Alors, la souveraineté, je traiterai très rapidement de l'image, le concept, la forme politique, les différentes approches du concept, les différentes traditions de pensée quant à la forme politique, deux figures, et puis je terminerai par ma thèse. Voilà, je dirais les différents points, les 7 points. Voilà la souveraineté en numérologie. Alors, j'ai amené mon petit pense-bête en professeur que je suis. Moi aussi, j'ai besoin de mes notes. Alors d'abord, l'image, souveraineté, dès qu'on prononce le mot, c'est un mot qui évoque la majesté, qui évoque la grandeur. Voilà l'image. Et puis, si on passe de l'image à l'intellect, à la réflexion, la souveraineté devient un concept à ne pas confondre avec n'importe quelle forme de pouvoir, avec n'importe quelle forme de pouvoir politique même. Les GAFAM sont puissants. Jamais ils ne seront souverains. La souveraineté, cela renvoie à une autorité suprême fondée sur une légitimité suprême. C'est cela qui donne une forme politique à une communauté. Le concept de communauté supposant la distinction de soi et de l'autre, en termes géographiques, de l'intérieur et de l'extérieur. Alors d'abord, voyons la souveraineté comme concept et ensuite comme forme politique. Si on fait le tour de la littérature, elle est immense, on peut discerner 4 grandes approches quant au concept de souveraineté. Une première approche qui est celle de l'exception. Et forcément, je dois citer une formule très fameuse d'un certain Carl Schmitt, dont je fis la thèse il y a très longtemps. Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. Très belle formule, je crois, bien frappée, qui débute d'ailleurs la première page du fameux ouvrage Théologie politique, publié en 1922. Autorité suprême, légitimité suprême, voyez le titre de l'ouvrage, Théologie politique. Autrement dit, que veut dire Carl Schmitt? Qu'est-ce que c'est que ça, la souveraineté? C'est la capacité de décision et d'action en cas de crise. Première approche. Deuxième approche, qui recoupe la précédente, l'approche selon les attributs, les fameux attributs de la souveraineté. Et nous dit-on, dans ces attributs, il y a le droit de guerre et le droit de punir, autrement dit le droit de vie et de mort, et d'où dérive, ma foi, le droit de légiférer, ainsi que les institutions de la police, de la justice à l'intérieur, les institutions de l'armée, de la diplomatie à l'extérieur. Troisième approche, celle des juristes. Alors, du côté des juristes de droit constitutionnel, qu'est-ce que c'est que ça, la souveraineté? La souveraineté se confond avec le pouvoir constituant. 2 types de pouvoir constituant, Dieu, par conséquent la théocratie, par conséquent le gouvernement par la grâce de Dieu, ainsi nos monarchies d'ancien régime. Ou bien le peuple, donc la démocratie, et donc le gouvernement par la volonté du peuple. Si on passe du droit constitutionnel au droit international, que disent les juristes? Eh bien, ils confondent cette fois-ci souveraineté avec l'indépendance politique et l'effectivité territoriale. 2 critères classiques. Qu'est-ce qu'un pays souverain? C'est un pays qui est indépendant politiquement et qui est effectif sur son territoire. 2 critères classiques. Et là, nous avons une petite variante. D'autres juristes ajoutent à l'indépendance et à l'effectivité, ils ajoutent la puissance dans les relations internationales. Et autrement dit, la souveraineté ici, ce serait la capacité d'être un sujet dans les relations internationales et pas un simple objet. Et donc, de ce point de vue, rendez-vous compte, si la souveraineté signifie la puissance,
il n'y aurait plus, peut-être, n'y aurait-il plus beaucoup d'États vraiment souverains. Il n'y aurait que les grands États qui seraient souverains. Alors, pour les autres États, et vous allez comprendre où je vais en venir, pour les autres États, petits ou moyens, manquant d'envergure, peut-être, la solution, ce serait le regroupement régional. Autrement dit, une union régionale, à la fois exclusive pour éviter la dilution, à la fois directive pour éviter la paralysie. Et donc, ma foi, selon cet angle-là, souveraineté égale puissance, puissance égale taille critique et aptitude décisionnelle. Voilà donc les 4 approches, ou 4 ou 5 approches relatives à la souveraineté, l'exception, les attributs, le droit constitutionnel, le droit international. Passons à la forme politique. On arrive au cœur du sujet. Existe, si on fait le tour de l'histoire en Europe, il existe, me semble-t-il, 3 grandes traditions de pensée. La française, la nôtre. Tradition gallicane, je dirais. Ça remonte à l'État royal. La souveraineté ici renvoie à l'État. La France, c'est le pays qui a inventé l'État. L'État souverain, l'État royal, l'État national. Et nous, Français, on a l'État dans notre tête. Souveraineté, on pense à État. Et on a raison. Mais je vous assure, il y a d'autres traditions de pensée sur la souveraineté. Il n'y a pas que l'État. Il y a 2 autres traditions en Europe, au moins. La tradition qu'on peut appeler rhéno-padanienne, Rhénanie-Pen du Pô. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la banane bleue de nos cartes économiques quand nous étions jeunes. De la Hollande à l'Italie du Nord, en passant par l'ouest de l'Allemagne et en passant par la Suisse. Voilà, je dirais, des pays très proches géographiquement. Mais au plan institutionnel, je vous assure, ils sont très différents de la France. Ici, c'est le monde de l'État. Là-bas, c'est le monde du fédéralisme, des traditions municipales, des traditions régionalistes. C'est très différent. Et la grande des références historiques, c'est ce qu'on appelait autrefois, c'est vieux, mais ça peut revenir, le Saint-Empire romain germanique, qu'aucun Français n'a jamais compris. Parce que le Saint-Empire, nous avions des villes libres, des seigneuries, des principautés, un fouillis incompréhensible, encore plus compliqué que l'actuelle Union européenne, c'est tout dire. Mais ça peut y faire penser. 3e tradition de pensée, outre-Manche, la tradition britannique. Vous savez, si vous êtes juriste et en quête, comment dirais-je, d'exotisme, n'allez pas en Côte d'Ivoire, c'est le même pas que chez nous, allez en Angleterre. C'est le tout autre là-bas. Qu'est-ce que nous avons en Grande-Bretagne? Pareil, qu'aucun Français n'a jamais compris. Et moi le premier. Rendez-vous compte, nous avons un roi qui est en même temps chef de plusieurs États. Monarchie, Premier ministre, Chambre des communes, Chambre des lords, constitution coutumière à la place de constitution écrite, common law, pouvoir judiciaire à perruque, pays de Galles, Écosse, Angleterre, église anglicane dont le chef est le roi. C'est tout à fait différent du système français. Et l'Angleterre a toujours su mettre en place des condominiums, des dominions. Qu'est-ce que c'est que ça, un dominion? Rendez-vous compte. L'indirect rule, les stratégies indirectes, la domination depuis la mer. Effectivement, c'est un exercice de souveraineté qui est très différent du français. Voilà donc tradition de souveraineté quant aux formes politiques, la forme étatique française, puis d'autres formes. Sur le continent, outre-Manche. Alors je dirais que si on simplifie sur le continent, je discernerai 2 grandes formes de souveraineté, 2 grandes formes politiques souveraines. En gros, la forme étatiste, unitariste, à la française, à la prussienne, et puis la forme fédéraliste ou pluraliste, à la rhénane, à l'helvétique, à la néerlandaise. Et à ces 2 formes correspondent 2 figures. Il y a deux grands théoriciens, si on remonte au XVIe siècle, le siècle de la naissance de la modernité, nous avons notre théoricien français, notre Bodin, Jean Bodin. C'est lui le grand théoricien de l'État souverain, la souveraineté exclusive. Et puis nous avons un germano-néerlandais, Althusius. Lui, c'est le théoricien de la souveraineté partagée. Pour nous, Français,
la souveraineté, ça ne se partage pas, ou alors ça ne va pas. Mais je vous assure que de l'autre côté du Rhin ou du Jura ou des Alpes, le concept de souveraineté partagée a été pensé. Et Althusius parlait de la consociation. Association, consociation. Donc je terminerai sur ma thèse, pour terminer justement. La souveraineté de la France aujourd'hui, eh bien, je dirais que depuis le tournant que fut l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, ville des Pays-Bas, 1er novembre 93, comme vous le savez, eh bien, je dirais que la France n'a plus de souveraineté à la française. Elle n'a plus de souveraineté selon la tradition de Jean Bodin. Elle a une souveraineté à la néerlandaise, selon la tradition d'Althussus. Et il en va de même, je crois, je ne m'en réjouis pas, mais je ne suis pas là pour me réjouir, je suis là pour analyser. Et je crois qu'il en va de même des autres États membres de l'Union européenne, qui sont tous des États maastrichtiens. Nous sommes des États maastrichtiens, qu'on le veuille ou non. Et plus encore s'ils sont dans la zone euro, et plus encore s'ils sont membres de l'OTAN. Et vous le savez, l'Union européenne confie la défense du continent à l'OTAN. Et par conséquent, la forme politique qui émerge des décombres, et les décombres, ça subsiste quand même. J'y reviendrai dans la suite de cet exposé, après, au moment des questions-réponses. Je terminerai là-dessus. Je crois que la forme politique qui émerge des décombres de la souveraineté étatico-nationale, c'est la Confédération euro-atlantique. C'est très compliqué. Imaginez-vous cela, les gouvernements des États membres, c'est pas si simple, et puis l'Union européenne, et puis l'OTAN, le nombre d'instances, Union européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union, Commission, Coreper, comitologie, lobbying. C'est très compliqué, n'est-ce pas? On a eu encore plus compliqué à l'époque du Saint-Empire. Autrement dit, voilà où je voulais en terminer, la construction euro-atlantique a transformé le statut politique des États en Europe. Et par conséquent, la France n'est plus un État, j'en suis persuadé, la France est un État membre d'une union d'États, l'UE. La France est un État membre d'une alliance d'États, l'OTAN. Changement fondamental, changement considérable dont les Français peut-être ne se rendent pas bien compte, mais de Maastricht à Lisbonne, de la réintégration dans l'OTAN au concept stratégique 91, 99, 2010, 2022, oui, il y a une véritable transformation. Et donc, effectivement, voilà l'État maastrichtien. Il prévaut une souveraineté althusienne, une souveraineté rhéno-padanienne, et par conséquent, eh bien, non plus souveraineté exclusive, mais souveraineté partagée. Nos États ont transféré à l'UE, à l'OTAN, un certain nombre de compétences, à l'Union et à l'Alliance, donc. Ils partagent leur souveraineté à coup d'agencement, à coup d'allégeance croisée, à coup d'emboîtement, à coup d'appel à l'arbitrage judiciaire. Et le tout forme une construction baroque, compliquée, opaque, mais avec un sommet, une forme quand même, le sommet se trouvant à Bruxelles et à Washington. Voilà ce que je voulais vous dire de manière générale sur une réflexion historique et institutionnelle sur la souveraineté. Je vous remercie. Eh bien, merci David pour ce premier éclairage très riche sur la notion de souveraineté d'un point de vue politique, qui fait donc toujours aussi référence à l'État. Alors, lorsqu'on parle d'État, bien sûr, il y a cette question du politique, mais il y a bien sûr la question de l'économie. Et en matière de souveraineté, par rapport à ce nouveau contexte international, donc Alain Juillet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est aussi diversifié que ce qu'a évoqué David, ou allez-vous partir sur encore d'autres thématiques? Alors, d'abord, oui, bonjour à toutes et à tous. Je crois que je vais continuer dans l'esprit qui a été donné par David Kuhn, parce que, en définitive, je partage tout à fait ce que vous avez dit. Moi, je pense que dans l'histoire récente de la France, on a eu une bascule avec, moi, je vais un peu moins loin que Maastricht. Pour moi, c'est Lisbonne qui a été refusée par le peuple français dans un référendum, mais qu'on a fait passer par un tour de passe-passe, par un vote à l'Assemblée contre l'avis des Français. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, on est rentré dans une souveraineté partagée. Là, j'en reprends votre expression parce que je l'aime bien, dans beaucoup de domaines. Et là, maintenant, je vais parler un peu d'économique, bien sûr. Il faut bien voir que
l'économie, alors au-delà du fait qu'on assure, ça permet d'avoir un niveau de vie, ça permet d'avoir un certain nombre d'avantages, de vivre pas trop mal par rapport à d'autres, mais l'économie, pour qu'elle puisse bien fonctionner, il faut qu'on puisse la contrôler. Une entreprise qui n'est pas gérée par des gens qui la dirigent est une entreprise qui marche mal et qui en général disparaît. On ne partage pas le pouvoir dans une entreprise. On ne partage pas le pouvoir dans des domaines économiques. Parce que si on commence à partager le pouvoir, eh ben à ce moment-là, évidemment, tout va partir car il n'y aura plus de décision, il n'y aura plus d'axe. Hein, en économie, il faut se fixer des objectifs à long terme. On sait très bien, il faut jamais être dans l'instant. Il faut fixer des objectifs à long terme, et c'est sur ces objectifs à long terme que progressivement, on va avancer. Alors, ceci dit, c'est le problème du militaire. Hein. La stratégie, c'est le long terme, et puis la tactique, c'est les mouvements pour atteindre l'objectif fixé. C'est exactement pareil sur le plan d'économie, mais on l'oublie. Et alors souvent, moi j'ai entendu, quand nous parlions de guerre économique, parce que on parlait ce matin tout à l'heure, avec le général Pichot-Duclos, dont je salue un membre de sa famille, avec le général Pichot-Duclos, avec Arbulot et quelques autres, à l'époque des débuts de l'intelligence économique en France, on a commencé à parler de guerre économique et les gens disaient, mais vous êtes fous, l'économie, c'est pas la guerre. Ben, c'est pas vrai. Dans la guerre militaire, vous avez des morts, vous avez des blessés, vous avez du matériel qui est détruit. Dans la guerre économique, ben, vous avez des chômages, vous avez les gens qui perdent leur emploi. Et quand ils perdent leur emploi, il faut qu'on trouve des moyens de financement ailleurs. Donc ça appauvrit complètement le tissu industriel d'un pays et ça appauvrit l'économie d'un pays. Donc ça a des conséquences aussi graves, même peut-être plus graves d'ailleurs, parce qu'en plus ça dure. Comme me disait un de mes patrons à l'époque, quand j'étais travaillé avec, je vous raconte l'histoire du militaire, mais quand j'étais avec le général Bijard, en Bijard, il nous disait toujours, les blessés, ne tuez pas, blessés. Parce qu'un blessé, ça occupe 11 personnes en face. Alors qu'un tué, il faut 2 personnes pour l'évacuer. Et ça diminue les capacités de réaction de l'ennemi. Et donc, eh bien, c'est exactement ça. Dans l'industrie, c'est la même chose. Hein, si vous commencez à laisser filer les systèmes, si vous commencez à partager, si vous n'avez pas des objectifs à long terme, le système dérive et à ce moment-là, on se trouve avec un taux de chômage très important, avec une baisse des revenus et donc du PIB, avec une baisse des capacités d'investissement dans l'innovation. Bref, c'est tout un système qui s'enferme et qui fait que peu à peu, ça vous diminue. Et alors, et je voulais vous dire, parce que oui, par exemple, quand on parle de souveraineté dans l'entreprise, le CAC 40, alors là, je vais prendre le fameux CAC 40 français, les 40 plus grandes entreprises françaises. Alors, on vous dit CAC 40, c'est la France. OK? Combien d'entreprises des CAC 40 ont une majorité d'actionnaires français? Pas 10%. Ah. Après, on vous dit, ah oui, mais attendez, formidable, ce sont des sociétés dont le siège est en France. D'accord? Mais enfin, et alors? Parce que dans d'autres entreprises, vous avez Renault. Renault, le siège, il n'est pas en France, de Renault. Vous le savez, il est en Hollande, Parce qu'en Hollande, on paye moins d'impôts. Alors, si je paye moins d'impôts en Hollande, est-ce que je suis un bon citoyen? Est-ce que je contribue au développement de mon pays? Est-ce que je contribue à la souveraineté économique nationale? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, et par contre, on va vous dire, oui, mais c'est pas ça, c'est pas le siège, c'est pas les bénéfices, c'est le nombre d'emplois. Alors, vous avez d'autres emplois, mais les Chinois, je me souviens des Chinois, quand Breton avait installé une grande entreprise chinoise à Valenciennes, alors les Chinois, ils disaient, attendez, nous, Chinois, regardez le nombre d'emplois qu'on a à Valenciennes. On est le plus gros employeur de la région. Donc, nous sommes ceux qui encouragent le plus l'économie française dans le coin. Vrai et pas vrai. C'était vrai sur la région, c'était pas vrai, bien sûr, au niveau national, où heureusement, il y a autre chose. Donc, on voit bien, quand on regarde les entreprises, on voit que la souveraineté, en définitive, ça va être tout un ensemble de choses. C'est là où, par rapport à l'analyse très, très claire, je pense que dans l'économie, c'est plus compliqué parce que, en définitive, la souveraineté se constitue par un certain nombre de facteurs, et facteurs qui vont s'entrecroiser. Mais dans lequel, en final, vous êtes véritablement les propriétaires, les patrons, les gens qui font fonctionner. Les Américains, par exemple, savent très bien faire quand ils nous le font à chaque fois, donc on a l'habitude,
ils ont un système. C'est que dans un système français qu'on dit souverain, nous avons l'indépendance, l'autonomie, on est sûr de nous parce que c'est nous qui pouvons en vendre partout. Je me souviens du Rafale. Quand on a commencé à vendre le Rafale, alors on était fiers, on disait comment on a fait un avion français magnifique. Alors on a voulu le vendre à un pays étranger. C'était à l'époque, c'était à Singapour, des premières tentatives vraiment de vendre du Rafale loin de la France. Et avec Madame Lagarde qui faisait l'agent de vente du Rafale là-bas. Et les Américains sont arrivés en disant hey, vous pouvez pas le vendre sans notre autorisation. On a dit comment? Il dit non, parce que vous utilisez dans le Rafale un tube en plastique, dans un plastique très compliqué, à haute pression, un tube plastique qui n'est fait qu'aux États-Unis, qui est référencé matériel militaire américain. Donc, selon la loi américaine qu'on appelle ITAR, vous avez interdiction de vendre le Rafale parce qu'il y a une pièce américaine dedans. Ben, moi, je dis, il n'y a plus de souveraineté. Et entre parenthèses, il a fallu 3 ans pour réussir à trouver une solution pour faire le fameux tube en question et qu'on devienne souverain dans les capacités décisionnelles pour vendre le Rafale à l'étranger. Quand Alstom, vous avez eu Alstom, on va nous le revendre, on est en train de nous le revendre maintenant plus cher qu'on l'avait vendu. Enfin, ça, c'est encore une question un peu curieuse. Mais enfin, bon, je vais pas épiloguer là-dessus, sauf s'il y a des questions après. Mais quand vous voyez le coup d'Alstom, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous revendent Alstom, mais dans la fameuse turbine Arabelle qui sert sur les sous-marins atomiques français, il y a des pièces qu'ils ont déclarées ITAR aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est plus souverain sur Alstom en ce qui concerne même si on a racheté la société. Donc, et ce genre de choses-là, si vous voulez, alors là, on le voit avec les Américains, mais on va la voir maintenant. Les Chinois nous préparent les mêmes lois, parce qu'ils ont vu comment font les Américains. Ils disent pourquoi pas nous. Et on voit bien que donc il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup dans le futur, à savoir comment et quelles sont les entreprises sur lesquelles qui doivent rester souveraines, c'est-à-dire indépendantes par rapport aux autres, même si c'est dans une interdépendance, comme disait Edgar Faure, mais il faut quand même qu'on ait cette capacité décisionnelle seule de pouvoir dire, par exemple, je vends ou je vends pas. Et c'est pas supportable que d'autres puissent vous dire, non, je vous interdis de vendre. Alors on parlera certainement après, on parlera des normes, on parlera de beaucoup de choses, je pense. Il y a plein de questions sur ces problèmes-là, parce que tout ça, ça contribue au système. Il y a un point, pour terminer cette première partie, si vous voulez, moi je voudrais vous quelque chose, c'est sur les problèmes de domaine, l'innovation. Parce que si vous ne dominez pas la base de départ, l'innovation dans un domaine donné, il est évident que vous ne pouvez pas avoir une véritable souveraineté sur les activités qui concernent ce domaine parce que vous êtes dépendant en amont de gens qui contrôlent la situation. C'est très intéressant quand on voit, par exemple, actuellement, en France, on avait à peu près 120 technologies qu'on considérait comme stratégiques, qu'il fallait protéger. Bon, après, le monde a évolué, on a supprimé ça parce que c'était gênant. Il fallait justifier à chaque fois pourquoi on était plus stratégique. Alors, on a changé les systèmes au niveau européen. Il y a 34. Maintenant, il y a 34 domaines considérés comme domaines d'innovation majeurs et qu'il faut contrôler. Alors, sur les 34, c'est facile, il faut le savoir. Il y en a 26 que les Chinois contrôlent déjà. Donc là, c'est fini. Il n'y a plus de souveraineté. Il y en a 6, c'est les Américains. Plus de souveraineté non plus, puis ils appliquent les lois. Donc, dans les rares domaines qui restent, je vais vous dire, ça, c'est des domaines dans lesquels nous, les Européens, on a une possibilité d'être réellement souverains. Pas beaucoup sur le total. Et ça implique aussi des révisions d'échéance, c'est-à-dire de se dire, pour le futur, puisqu'il faut regarder à long terme, je reprends ce que vous disiez et qu'on partage tous, puisqu'il faut regarder à long terme, est-ce qu'on doit véritablement se battre pour assurer au niveau économique, au niveau des entreprises, des domaines dans lesquels on est réellement indépendant, on a le pouvoir de décider tout seul, on est capable de faire des choses, et à ce moment-là, est-ce qu'il faut surinvestir dans ces domaines-là dont on est sûr qu'on en contrôle la filière du début jusqu'à la fin, ou alors est-ce qu'il faut aller vers la fameuse souveraineté partagée dont vous parliez, c'est-à-dire on a perdu déjà, on a perdu l'indépendance, préservons l'autonomie, préservons une certaine autonomie avec les conséquences que ça a, mais en sachant très bien que l'autonomie n'est pas l'indépendance, l'autonomie n'est pas le pouvoir absolu, et donc on dépendra pour beaucoup de choses d'autres qui pourront nous imposer des solutions,
manière plus ou moins forte, et c'est là sur laquelle il faudra jouer. Mais enfin, dans tous les cas de figure, on ne pourra plus affirmer qu'on est sourd. Hein. Merci beaucoup pour ce deuxième éclairage économique. Merci Alain Juillet. Alors, mon général, point de vue politique, point de vue économique, on a eu des notions comme l'indépendance, les frontières aussi, le contrôle. Est-ce que, de votre point de vue, en matière militaire, on est sur des problématiques voisines ou encore différentes? Je dirais que les armées constituent un point extrême de la notion de souveraineté. Parce que, évidemment, non seulement il y a la question nucléaire qui revient à nouveau actuellement, mais l'armée, c'est quand même un corps de la nation, exclusivement de la nation, à qui on remet des armes pour dissuader ou vaincre un adversaire. Et donc, je dis bien, c'est un corps de la nation, parce qu'il y a actuellement, les militaires sont des civils qui servent les armes pendant, en moyenne, une quinzaine d'années. Donc, on voit bien que sur une vie de 75 ans, pendant 60 ans, ils sont civils, moyenne, et pendant 15 ans, ils portent les armes. Et ils sont l'émanation de la nation. C'est-à-dire que les ordres, ils le reçoivent d'un chef d'État, et uniquement l'État français qui décide de leur engagement, parce que l'engagement du soldat, c'est l'engagement de toute la France. Il y a un engagement instantané et il y a un engagement évidemment dans la durée. Et pour remplir des missions bien précises, les armées ne sont pas à utiliser en donnant un coup de menton pour des finalités autres que, premièrement, l'intégrité du territoire, métropole, outre-mer, la protection de la population en France et à l'étranger, protéger ses ressortissants. Ensuite, c'est le respect des alliances et des traités et la défense des intérêts stratégiques ou dits stratégiques. Donc on voit bien que les deux priorités qui sont clairement affichées dans la Constitution, c'est la défense de l'intégrité du territoire et la protection de la population française. Donc, il appartient à la nation qui est engagée, sitôt qu'un de ses soldats est engagé, que la nation doit s'engager pour soutenir l'armée. Et donc, ce corps militaire, il n'existe, il ne peut durer que s'il est soutenu par toute la nation en totalité, et notamment, eh bien, ses ressources humaines, présentes et à venir, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faudra avoir les hommes en bonne santé et les femmes en bonne santé, en nombre suffisant, avec la motivation pour assurer cette défense de l'intégrité du territoire et ses populations. Deuxièmement, les ressources financières et puis les ressources, les capacités industrielles, technologiques pour avoir des armements qui permettent de vaincre ou de dissuader. Et donc, on voit bien que même si c'est l'extrémité, le point dur de la souveraineté nationale, c'est en fin de compte toute une chaîne industrielle, mais également la cohésion de la nation qui fera ou qui ne fera pas la victoire et la dissuasion. Et donc ce sujet, évidemment, télescope la notion de souveraineté partagée, c'est-à-dire par rapport à la finalité, au projet politique. Déjà, on a bien du mal, je trouve, d'avoir un projet politique français clair, compréhensible par les Français. On a du mal à voir le projet politique, l'ambition européenne. Qu'est-ce qui pousse les nations européennes à vraiment s'unir et à travailler véritablement ensemble quand on voit certaines régressions sur les coopérations, par exemple, avec de très proches alliés. Quand on voit qu'avec le conflit ukrainien, l'Europe, qui importait 35% de ses matériels
aux États-Unis, pendant la période 2014-2018, donc pendant 5 ans, achète maintenant 55% de ses matériels aux États-Unis. Et donc, il y a un accroissement de la dépendance vis-à-vis des États-Unis et, malgré tout ce que la presse peut dire, une réduction véritable des coopérations. Et quand il y a coopération, il y a des batailles terribles pour savoir qui va prendre le leadership. Vous voyez bien que tant qu'il n'y a pas de convergence d'intérêts nationaux, parce que les nations ont des intérêts, et ça continue encore, malgré les structures mises en place plus collectives, eh bien, c'est la guerre industrielle. On le voit entre Dassault pour le SCAF, le projet SCAF, système de combat aérien du futur, pour le char de bataille, etc., etc. Donc, est-ce que la France est une puissance moyenne? C'est un vieux débat. En fin de compte, on est 7e puissance industrielle, ou puissance économique, et 9e si on rapporte ça au pouvoir d'achat. Sur 190 États, on peut encore se considérer comme une puissance. On possède l'arme nucléaire strictement indépendante. Il faut bien voir que 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on fait exploser notre bombe atomique. 18 ans après, on lance une 3e puissance spatiale, notre satellite. Après la Russie, l'URSS plutôt, et les États-Unis. 18 ans seulement après la guerre de 39-45. En 64, première patrouille en Mirage 4, armement nucléaire. Donc, il ne faut pas désespérer de la France. Quand il y a une volonté, eh bien, il y a toujours des chemins possibles. Est-ce qu'on peut être souverain partout? Je parle dans le domaine militaire. Non, parce que la France ne peut pas consacrer assez de ressources financières et humaines pour couvrir tous les domaines. En revanche, il y a des couches stratégiques ou des couches classiques conventionnelles qui répondent parfaitement aux missions que doivent remplir les armées et qui pourraient être une contribution à la défense de l'Europe. Chaque pays n'est pas obligé d'apporter strictement la même chose. Et donc, il va falloir hiérarchiser les priorités, ça me paraît inévitable, notamment en raison des contraintes financières. En 1960, 5% du PIB, alors c'était la fin de la guerre d'Algérie, 5% du PIB était consacré à la défense. 3% en 1980, 3%, 3. En 2015, on est à 1,5%. On se stabilise à 1,5% et depuis quelques années, on remonte légèrement et aujourd'hui, on est, malgré certaines déclarations, à 1,7% du PIB. 1,7% du PIB. Quand vous faites le rapport, 2800 milliards le PIB sur 47 milliards le budget de la défense, vous tombez sur à peine 1,7%. Pensez que nous pouvons développer ou maintenir tout ce dont on dispose aujourd'hui et relever les défis du spatial, défense des satellites, parce que les drones, le cyber, et maintenir porte-avions, chars, artillerie, etc., ça me paraît illusoire, d'autant que quand on avait 3 ou 4%, il n'y avait pas toutes ces nouvelles technologies qu'il fallait développer. Alors c'est là où il peut y avoir des partenariats, et je rejoins un petit peu ce que disait le premier intervenant, des partenariats sur des objectifs ciblés, comme disait Alain Juillet, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. La Lituanie n'a pas forcément les mêmes besoins que la France, d'autant que notre géographie est très différente, évidemment,
notre volonté d'influence est très différente, notre histoire, tout nous différencie. Mais il y a des complémentarités, et moi je crois que c'est plutôt qu'une souveraineté partagée, je dirais qu'il y a un partage de capacités souveraines, comme d'ailleurs, et il y a un très bon exemple, le permet comme Galiléo donne un bon exemple de ce que peut être un renforcement de la souveraineté de chacune des nations européennes par un cofinancement qui permet effectivement de s'affranchir d'une dépendance majeure du GPS américain. Voilà. Donc j'arrête là et puis je répondrai éventuellement aux questions. Merci, mon général. Alors bravo, c'était très riche, très varié, très intéressant. Ça donne aussi des pistes de réflexion. Donc gardez bien vos questions. Pour la suite, ce que l'on vous propose, c'est que nous allons poser 2 questions toujours sur le domaine de compétences de nos invités et ensuite une question transversale pour vous 3. Alors David, en t'écoutant tout à l'heure, tu as parlé de la notion d'image. Et j'aimerais qu'on revienne vraiment dans l'actualité, dans ce nouveau contexte international. Et par rapport à la souveraineté, est-ce que tu penses aujourd'hui que certains chefs d'État jouent encore sur cette image du souverain et que de cette façon, cette image de souverain engage aussi leur souveraineté et celle de leur pays? Oui, effectivement, la souveraineté, c'est un concept qui est aussi pas seulement décisionniste, mais personnaliste. Il y a le souverain, le monarque, le peuple, mais le peuple a besoin d'être représenté, et donc c'est le chef de l'État ou le président de la République. Oui, je crois que en France persiste un noyau de souveraineté nationale autour du président de la République et de la défense nationale. Persiste une souveraineté que j'appellerais élyséenne, à l'Élysée. Effectivement, et tout cela est lié à la défense et plus précisément à l'arme nucléaire. Selon une très fameuse formule, Henri Pack, un grand juriste, le président est le maître de l'atome. Autrement dit, c'est l'unique décideur en matière nucléaire militaire. Cela remonte à un décret présidentiel de 1964, transformé en décret en Conseil des ministres en 92, et puis un décret de 2009. Et savez-vous où se trouve la disposition la disposition réglementaire la plus énorme du droit français, la plus explosive, si je puis dire, c'est au fin fond de la partie réglementaire du Code de la Défense, l'article R 1411-5 du Code de la Défense. Il est dit que le chef d'état-major des armées exécute l'ordre d'engagement donné par le président de la République. Point barre. Voilà. Donc effectivement, le président, c'est le maître de l'atome. Et comme disait Bernard Chantebout, maître de l'atome, donc maître de la défense, donc maître de la diplomatie. Bernard Chantebout disait, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui peut envoyer des missiles sur Moscou le pouvoir d'envoyer des parachutistes sur le Gabon. Et par voie de conséquence, défense, diplomatie de défense, diplomatie. Et nous avons effectivement le chef de l'État élu par le peuple. Oui, c'est un souverain quelque part. Il est maître, il a le droit de vie et de mort en vérité. Et il en va de même des autres chefs d'État nucléaires. Tous les chefs d'État nucléaires ont un pouvoir discrétionnaire exclusif d'emploi du feu nucléaire. Rendez-vous compte de la diversité des régimes politiques. Corée du Nord, Chine populaire, France, Inde, Grande-Bretagne, Israël, États-Unis, Pakistan. Quelle diversité! Il y a toujours cette clause-là, le chef politique est le seul décideur nucléaire. Chef politique, c'est soit le président, soit le premier ministre, soit le chef du parti unique, etc. Donc oui, je crois que oui, il y a une préservation, en tout cas pour la France et quelques autres pays, de cet aspect personnaliste. Il y a un souverain. Alors je suis juriste. Est-ce qu'il est légal qu'il y ait comme ça un souverain disposant du droit de vie et de mort dans une démocratie parlementaire, dans un état de droit démocratique parlementaire? Eh bien non, évidemment. C'est tout à fait illégal, mais c'est légitime. Je suis le premier à le penser, mais je vous rappelle, les militaires aiment à dire le président est notre chef. Article 15 de la Constitution. Cet article 15 n'est pas affranchi du contreseing ministériel. Donc il faut le contreseing
du Premier ministre ou du ministre de la Défense, eux-mêmes responsables devant l'Assemblée nationale. Donc l'article R 1411-5, où il est dit le président donne l'ordre, point barre, en fait ça va pas, c'est pas légal. Il faudrait légalement le contreseing du ministre. Le ministre lui-même responsable. Mais pour que la dissuasion fonctionne, il faut qu'il y ait un seul chef. C'est pour ça qu'on a passé outre la légalité en disant il faut un seul chef, lequel? Celui qui est élu au suffrage universel direct. Voilà ce que je voulais vous dire en la matière. Donc autrefois, on représentait les souverains avec un orbe, un sceptre. Aujourd'hui, il faudrait faire un tableau avec un bouton et une mallette. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est intéressant comme image. Le personnalisme. Alors, en matière économique, Alain Juillet, tout à l'heure, vous avez évoqué une notion très intéressante qui est cette notion de norme. Est-ce qu'en matière économique, aujourd'hui, le souverain ou les États souverains, la souveraineté passe par des normes ou des standards, selon vous? Oui, enfin, la norme est un moyen, effectivement, d'imposer des règles. Et si c'est vous qui avez fait la norme, ce sont vos règles qu'on va imposer au reste du monde. Je me souviens d'une grande bataille qu'on avait eue il y a pas mal d'années quand, sur le téléphone portable, en Chine, les Français étaient à l'époque très bons. Thomson était un des pilotes internationaux et on avait confié à des Chinois une petite boîte chinoise minuscule qui a été totalement méprisée par le président de la société Thomson à l'époque, qui s'appelait Huawei. Je sais pas si vous voyez ce que c'est devenu. Et on lui avait confié en disant voilà, vous allez faire le téléphone portable. Alors bon. Eh bien, le Huawei et les petits de Huawei, ils avaient regardé, puis ils étaient revenus un an après, ils avaient dit, vous savez, votre truc qui est gros comme la table, on peut le réduire à ça, quoi, à l'époque, on peut le réduire à ça. Ça va intéresser tout le monde, évidemment. Et on s'était dit, mais ces Chinois, ils sont pas mauvais quand même, On avait découvert qu'ils étaient peut-être meilleurs que ce qu'on pensait. Bon. Quelques années plus tard, les Chinois étaient les premiers fabricants de portables au monde, pour tout le monde. Et même encore aujourd'hui, Apple fabrique en Chine, enfin tous les grands Américains fabriquent en Chine. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, ils ont dit, puisqu'on est le plus grand fabricant, puisqu'on est le plus gros marché de consommateurs, c'est le record du monde, c'est le marché chinois. Bon, il est quand même logique que les normes qui régissent la fabrication de ces portables, ce soient des normes chinoises, puisque c'est nous qui les produisons et on est le plus gros marché. Et évidemment, si on avait accepté, plus jamais on aurait fait un portable dans le monde, parce que les normes chinoises auraient dû être appliquées. Et quand je vous dis ça, c'est une histoire, c'est vrai, ça compte, la bataille continue. Et dans plein d'autres domaines, c'est la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsque vous pouvez fixer une norme, regardez, je vais vous raconter une autre histoire pour vous montrer. Les gens ne savent pas, mais dans le cas de l'Europe, avant Maastricht, on pouvait pas vendre de la bière française en Allemagne. La loi allemande interdisait la bière française. Or, pourtant, je vous rappelle que les traités disent libre circulation des marchandises en Europe. Alors, comment ils avaient fait? Ils avaient mis une norme en Allemagne qui disait on peut appeler bière en Allemagne un produit qui a été fait avec de l'eau allemande. Simple. Ça change tout. On pouvait plus appeler nos bières des bières. Résultat, on ne pouvait pas en vendre. Ça a été un combat pour changer la norme allemande en Allemagne. Ça a été un combat d'un bon nombre d'années. Pour vous donner un autre tout à fait ridicule, c'est les yaourts. En France, vous savez que les yaourts ont une durée de vie plus ou moins limitée quand même. Bon, les Allemands, eux, et les gens du Nord, ils avaient inventé, mais ça se comprend, ils n'avaient pas du tout les mêmes chaînes de froid que nous, ils avaient inventé des yaourts qui étaient cuits, qui étaient bouillis. Alors évidemment, c'est pas tout à fait le même goût, on vous dit c'est pas des yaourts vivants, mais ça se conserve évidemment des mois et des mois. Donc, qu'est-ce que disaient les gars du Nord? Ils disaient, la norme, c'est la nôtre. Et nous, les Français, bien sûr, comme on voulait préserver le Danone et les autres, on disait non, il faut le yaourt vivant, non pas question de le chauffer trop. C'est une histoire qui a duré des années. Mais les enjeux étaient colossaux, parce que quand vous dites, si jamais on décide c'est les Français qui ont raison avec leurs normes, tous les pays du nord de l'Europe, ils vendent plus que des produits français, où ils sont obligés de payer les brevets français pour pouvoir exploiter. Mais la réciproque est vraie aussi. Donc, on voit bien que partout, je donne des petits exemples simples, mais dans tous les domaines, c'est pareil. Les normes sont devenues un combat essentiel. Et alors là, il faut dire que nous, on a vraiment été les fleurs bleues de l'histoire depuis longtemps, les Français, parce que
jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, hein. Nous, on a la théorie du consensus, c'est-à-dire que lors d'une norme internationale, on négocie et on dit il faut arriver à trouver un consensus entre tout le monde. Bon. Alors que le chinois ou l'américain, pour prendre deux, ou le russe, mais le russe il est moins puissant. Alors. Mais le chinois et l'américain, il vous dit mais attendez, vous n'avez pas compris, il n'y a pas de consensus. Ma norme c'est la meilleure et vous allez l'adopter. Bah, évidemment, vous imaginez, comme ils sont plus forts et qu'ils mettent plus de moyens, le résultat, c'est que régulièrement, on se retrouve avec une norme qu'on est obligé d'appliquer en France, alors c'est une norme, évidemment, qui nous pénalise. Ça, il faut le savoir. Vous savez, c'est un peu comme, regardez, dans un autre domaine, voilà une bonne norme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Norme européenne, le prix de l'électricité, calculé sur le prix du gaz. Entre parenthèses, du gaz de schiste importé des États-Unis. Enfin, oublions. Hein? Bon, mais en France, pourquoi en France, on n'a pas mis le prix du gaz sur le prix par l'électricité sur le prix du nucléaire, qui est 30% moins cher que l'électricité de gaz. Pourquoi? Parce qu'on a décidé une norme européenne, on a accepté, alors ça on peut en discuter, mais on a accepté une norme qui dit la référence, hein, pour l'électricité, ce sera dorénavant dans toute l'Europe le prix du gaz. Alors, il y a 2 pays qui ont refusé la norme, hein, comme vous savez, c'est l'Espagne et le Portugal. Évidemment, ils ont un avantage concurrentiel dans la production industrielle de 30% sur le coût de l'énergie par rapport à nous. Bien joué. Vous voyez comme quoi les normes, c'est extrêmement important. Hein. Et on n'y fait pas attention. Et nous, je vous dis, on marche toujours au consensus, donc on ne se bat pas la plupart du temps, alors sauf quelques exceptions très rares, on ne se bat pas sur la norme. Et résultat, c'est nous qui payons les pots cassés. Merci, effectivement, c'est très éclairant. Bon, général, quand on pense à la souveraineté et notamment au contexte international, vous savez que les militaires connaissent les forces de souveraineté. Alors, vous avez commencé à l'évoquer un peu tout à l'heure avec cette question du budget de la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, vous pensez que la France a encore les moyens de ses forces de souveraineté? Et est-ce que ces forces de souveraineté sont aujourd'hui, je dirais, suffisantes pour résister à un agresseur qui serait bien évidemment un agresseur étatique, par exemple? En fait, les forces de souveraineté, c'est-à-dire les forces françaises qui sont déployées sur le territoire français, voire dans des opérations extérieures temporairement. Entre parenthèses, les OPEX, c'est un des domaines où on voit bien que la coopération opérationnelle est indispensable parce que nous n'avons pas aujourd'hui les capacités pour mener seuls des opérations militaires même d'une petite importance, sans les ravitailleurs américains, sans un certain nombre de capacités qu'on n'a plus. Alors, les forces de souveraineté face à une menace, je dirais, c'est très lié à la menace. Et donc, il y a un contrat opérationnel qui est fixé par le gouvernement. Le Premier ministre, ça a été rappelé, est le responsable de la politique de défense sur des objectifs, des orientations du président. Et donc, dire qu'on a les moyens, pendant 10 ans à l'ASAF, on a dénoncé la paupérisation incroyable des armées, avec des budgets qui, depuis 40-50 ans, sont uniformément décroissants, quel que soit le régime. Quel que soit le régime. Il y a eu un transfert de richesse. Et donc, on a, entre guillemets, une armée dite complète. C'est-à-dire, on a tout le spectre. En fin de compte, il y a de plus en plus de trous dans la raquette. Et cette armée, elle a très peu d'épaisseur. Alors, tout le monde a été surpris en 2022 quand un rapport parlementaire, il faut vraiment être faux cul pour dire ça, disait on n'a que 8 jours de munitions. Mais vous vous rendez compte que la commission de la défense se rende compte en 2022 qu'on n'a que 8 jours de munitions, alors que c'était évident puisque, après avoir gratté les effectifs, après avoir diminué les budgets, il fallait bien trouver de l'argent sans que n'apparaisse un affaiblissement trop visible de notre armée. Et donc, on a réduit les stocks de munitions. On a fait des économies sur l'entretien des bâtiments, sur l'entretien des matériels. Il faut voir, le taux de disponibilité était de 30 ou 40% pour certains matériels essentiels.
Donc, est-ce qu'on a assez par rapport à quoi? Et donc, on a une capacité de dissuasion qui est vraiment nationale, mais qui dépend des capacités et du décideur. Ensuite, on a des forces conventionnelles en nombre limité qui sont très opérationnelles sur le plan humain, mais qui sont dans un certain nombre de domaines sous-entraînées, sous-équipées. Les ravitailleurs, on en a trop peu, les ravitailleurs pour les Rafales. C'est pas le tout d'avoir des Rafales, mais un Rafale, c'est une plateforme avec des missiles. Et il y a un autre exemple pour la vente du Rafale aux EAU. On n'a pas pu vendre au début des Rafales parce que dans certains missiles, évidemment, c'est indispensable d'avoir les missiles, eh bien, il y avait des petites pièces américaines qu'il a fallu donc réaliser en France. Vous voyez, donc, il y a des tas de lacunes et le problème, me semble-t-il, va se poursuivre. Et donc, il faut bien voir ce sur quoi on veut faire effort pour satisfaire à nos besoins nationaux. Alors, c'est vrai que ça va pas, mais c'est pas contradictoire, je crois, avec une défense de l'Europe. J'insiste, pas vraiment une défense européenne, mais une défense de l'Europe, parce qu'il y a vraiment des complémentarités en termes de position géographique, centre d'intérêt, spécialité, singularité, etc., qui amènera, ces singularités, ces différences amèneront inévitablement chaque pays à concentrer son effort. Et l'idéal serait que les dirigeants européens, je dirais, réfléchissent à ces questions plutôt que de vouloir que tous les pays soient capables de fournir un créneau de tel ou tel type d'engagement. Voilà. Et donc, nous, on a des DROMCOM, on a une ZEE très importante, de 11 millions de kilomètres carrés, donc on a des intérêts stratégiques bien ailleurs qu'en Europe. On a tout un historique, etc. Et donc, il faut prendre en compte ça, parce que ça, c'est quand même au cœur de notre État. Voilà. Je crois que ça suscite un complément, une réaction de la part d'Alain Juillet. Oui, non, je voulais ajouter, mais pour aller dans le sens d'Henri, regardez, je crois que c'est ça aussi. Il faut pas aussi, parce que on souhaite être souverain, il faut en face regarder nos véritables capacités. Regardez, par exemple, tu viens de le rappeler, nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale, probablement même la première selon les calculs. Bon. Une bonne partie de cette puissance vient du fait que nous avons la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et un petit îlot, vous connaissez certainement pas, ou la plupart d'entre vous, qui s'appelle Clipperton, qui est en large entre le Mexique et les îles Marquises. Bon. Mais comme c'est un endroit, alors non occupé, un ami, il y a personne là-bas, mais ça nous donne une autonomie de 200 miles tout autour. C'est énorme. Bon. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pour dire l'adéquation, pour être souverain, il faut qu'on puisse contrôler ces zones maritimes. Il faut qu'on ait une surveillance maritime pour assurer que ces zones ne sont pas exploitées, piratées ou autres par des puissances étrangères ou des groupes mafieux ou ce que vous voudrez. Or, qu'est-ce que nous avons dans le Pacifique? On a un patrouilleur, bien dit un patrouilleur, en Calédonie, on en a un autre à Tahiti, et une fois par an, on envoie une frégate passer par le canal de Panama pour aller mettre le drapeau à Clipperton pour, comme il n'y a personne, rappeler que ça appartient à la France. Est-ce que vous pensez sérieusement que dans la guerre mondiale actuelle, la guerre économique et guerre politique et économique mondiale actuelle, dans le Pacifique, quand on a la Chine qui produit chaque année autant que toute la flotte militaire française en nouveaux bateaux, et qui sont au coude à coude avec les Américains, est-ce que vous pensez sérieusement qu'on peut affirmer la souveraineté française sur les zones maritimes du Pacifique avec 2 malheureux patrouilleurs et une frégate qui vient une fois par an passer 15 jours? La réponse, on est incohérent entre ce que nous affirmons et la réalité sur le côté. Et ça, c'est très, très important. On ne peut pas vouloir tout, et c'est pas possible. Et je reviens à ce que disait Henri, il faut savoir choisir. Et comme disent les Espagnols, je ne sais pas si vous connaissez le dicton espagnol, mais il va très bien, je crois, avec la souveraineté. Le Espagnol qui dit « il vaut mieux être la tête du rat que la queue du lion ».
C'est très joli et c'est aussi romantique que cette idée d'aller poser un drapeau qui serait suffisante. Juste un mot, effectivement, la souveraineté suppose l'effectivité territoriale, terre, mer, air. Et justement, pour revenir sur notre sujet de ce soir, de façon transverse, est-ce que vous ne pensez pas, tous les trois, et je vais commencer par toi, David, qu'une manière justement de réussir à continuer à légitimer une forme de souveraineté, de la revendiquer, c'est de passer aussi par une forme de sous-traitance? Est-ce que tu ne crois pas aujourd'hui qu'il y a des associations, des organisations internationales, je ne veux pas donner de nom ici, qui aujourd'hui participent un peu à notre souveraineté ou vers lesquelles on transfère une part de souveraineté? Oui, effectivement, sous-traitance. Autrement dit, il faut que demeure, ce qui a été répété par Alain Juillet, il faut que le décideur, ça reste nous. Voilà. Tout tourne autour de la décision. Si nous décidons, effectivement, si nous continuons de contrôler, oui, on peut passer par sous-traitance, coopération, etc. Mais tout dépend de notre poids, notre capacité à décider, à contrôler et à avoir, comment dirais-je, le dernier mot en dernier ressort. Donc c'est ça. Autrement, bien sûr que on peut imaginer toutes sortes de coopérations, d'emboîtements, d'agencements, évidemment. Hein. Mais, in fine, qui décide en dernier ressort? C'est ça, je crois, le maître mot. Et mon général, même question. Alors c'est vrai que dans le domaine militaire, on connaît depuis de nombreuses années les SMP. Est-ce qu'elles ne participent pas aussi à cette forme de sous-traitance? Oui, alors les SMP, je ne suis pas un spécialiste des SMP, mais la dernière dont on parle, c'est Wagner, et elle a dû rallier l'armée russe. Les Américains ont eu quand même des sacrés problèmes avec leur SMP, notamment en Afghanistan. Alors, moi, je suis, à titre personnel, plus un adepte de la souveraineté de l'armée française engagée comme telle dans ses différentes composantes, terre, air, mer, avec le label français. Ensuite, nous avons des services secrets qui, eux, ne sont pas du tout porteurs de la cocarde ou quoi que ce soit. Ils sont français parce que face à d'autres services, il faut utiliser les mêmes armes qu'eux. Et donc là, est-ce que c'est des proxys? On parle beaucoup. Est-ce que c'est des SMP? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est des Français civils direct? Après, tout est bon. Tout est bon, mais il faut bien différencier ce qui est l'action de la France, qui doit être en tenue, en uniforme, etc., et puis les services qui, par définition, même s'ils sont dits français, sont hors la loi, entre guillemets. Et donc, eux, eh bien, ils peuvent recruter localement, ils peuvent utiliser tel ou tel type de personnes, etc., pour remplir des missions qui peuvent être vitales. Ouais, c'est pas parce que elles sont sous-traitées dans des circonstances très particulières qu'elles ne remplissent pas elles ne peuvent pas remplir des missions tout à fait importantes pour les forces françaises. Par exemple, dans les opérations d'évacuation, il est évident que les forces françaises s'appuient sur les SMP des grands groupes français, Total et compagnie, hein, quand il y a eu les évacuations en Angola ou au Gabon, etc. Alors, est-ce que c'est des SMP qui aident? C'est des services de sécurité civile d'entreprises françaises qui utilisent un certain nombre de locaux. Voilà. Alors là, c'est pas pour des opérations, je dirais, des basses œuvres, mais c'est pour des opérations de récupération et protection ou transport de ressortissants français. Ouais, il y a quand même toute une gamme. Et après, bon, ce qui est secret est secret, il n'a pas à être dévoilé. Même si c'est contrôlé, ça n'a pas à être dévoilé. Et donc, moi, personnellement, dans l'action des forces françaises, je suis adepte de l'engagement des Français sous forme d'opérations spéciales, de groupements d'instructeurs tout à fait réglementaires, etc., etc. Parce que, après, le risque, c'est transformé en bande. Et une bande n'est jamais une bonne troupe. Voilà. Oui, et Alain Juillet, toujours sur ces questions de transfert, notamment en matière économique, on pense aujourd'hui à des gens qui tous les jours vont payer, par exemple, avec Apple Pay.
Alors qu'en France, on a Worldline qui permet aussi d'avoir des logiciels de paiement à distance, mais tout ce qui est virement aujourd'hui numérique d'argent, tout ce qui est même monnaie numérique, est-ce que là aussi, on n'a pas une forme de transfert de la souveraineté ou de déplacement de la souveraineté? Vous avez, je vais continuer un peu sur ce que disait Henri. La souveraineté aussi, c'est ce qu'on peut déclarer. Hein? Il y a des choses que vous pouvez faire en tant qu'État. Vous avez intérêt à le faire pour des raisons stratégiques, tactiques, politiques, économiques ou autres, mais que vous ne pouvez pas dire ou montrer parce que ça serait pas compris. Hein, donc cette partie-là, évidemment, il ne s'agit pas qu'elle soit officialisée. Donc la souveraineté, on va reposer sur quelque chose qui est indiscutable. Il faut que ce soit indiscutable, parce que sinon, vous remettez tout en cause. Hein. Par contre, ensuite, il est évident que dans la vie, dans la compétition internationale, dans la guerre économique, la guerre géopolitique internationale, ben là, vous allez avoir effectivement à jouer sur différents tableaux, et l'État français ne peut pas être pris la main dans le sac s'il fait des choses qui apparemment ne sont pas conformes à ce qu'il a pu annoncer, mais qui en réalité sont une partie du problème. Hein? Je vais vous donner un exemple plus simple, hein, mais regardez en Afrique, dans le Sahel, par exemple. Bon, au Sahel, quand tout ce qu'on a connu. Bon, bah, à l'évidence, si on a des gens infiltrés du côté des rebelles, ou si on a des gens infiltrés du côté des militaires qui préparent un mauvais coup contre la France, on va savoir ce qui se passe. Et on va pas dire qu'on a mis des gens à nous de l'autre côté. Donc, il va bien falloir trouver des formules discrètes pour contourner l'obstacle et mettre des gens en place. Et ça va nous permettre de savoir ce qui se passe. Donc, on pourra anticiper les mauvais coups. Si, par contre, on ne le fait pas au nom de la morale et au nom du fait que nous sommes irréprochables, eh ben, on va se faire avoir par tout le monde parce que les autres ne le sont pas. Hein. Comme disait De Gaulle et Churchill disaient la même chose. Hein. Il faut bien voir qu'un pays n'a pas d'amis. Ceux qui croient le contraire sont des innocents et des naïfs. Il n'y a pas un pays au monde qui est ami avec les autres. Chacun défend ses intérêts. Et c'est normal, parce que ça concerne chacun d'entre nous, ça concerne le mode de vie, ça concerne tout. Donc, et si jamais vous êtes justement naïf, alors vous êtes écrasé par les autres, qui eux ne le sont pas du tout. Donc dans ce cadre-là, il est évident que on est en guerre permanente, hein, sur le plan économique, sur le plan politique, géopolitique, dans tous les domaines. Hein. Bon, regardez par exemple, c'est là il faut voir aussi les informations et il faut pas tomber dans le piège de ce qu'on peut entendre. Regardez par exemple un problème très intéressant, la reconstruction de l'Ukraine. Vous avez tous entendu parler, on dit, et on le sait bien, chaque fois qu'il y a des destructions dans une guerre, quelle qu'elle soit, souvenez-vous du Koweït, souvenez-vous de tous les endroits, hein, dès qu'il y a ou dans les Balkans, dès qu'il y a une guerre, on dit, d'accord, ça nous coûte de l'argent et tout, mais après, on va se refaire une santé, si je peux m'exprimer ainsi, en participant à la reconstruction. OK. Je me souviens, moi, ça me rappelle dans les Balkans, hein, on avait perdu, nous, on avait payé le prix du sang, hein, à Sarajevo, comme vous vous en souvenez. Et puis, je me souviens d'un général français qui était là-bas, et quand l'aéroport a été inauguré après la guerre, fabriqué, construit complètement par les Américains, et le général français a dit, à l'inauguration de l'aéroport, c'est quand même incroyable, c'est nous qui avons payé le prix du sang, et c'est les Américains qui ont encaissé la monnaie. Évidemment, il a été viré. Bon. Mais c'est un peu ça. Regardez l'Ukraine. On vous dit, on va participer à la reconstruction. Alors, permettez-moi quand même, regardez ce qui a été signé il y a 3 mois par le président Zelensky avec BlackRock, le plus grand fonds d'investissement américain. C'est BlackRock qui est chargé de la reconstruction de l'Ukraine. Bon, bah, quand vous avez le plus grand fonds d'investissement américain qui signe pour la reconstruction de l'Ukraine, autant vous dire que on sera comme au Koweït, dans la guerre d'Irak et au Koweït, où on a eu comme seule récupération d'affaires pour nous, en reconstruction et tout, on a déminé les plages de Koweït City. D'accord. Hein? Donc, ça nous a pas rapporté grand chose à part les risques. Ah oui, donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut être réaliste. Hein? On est dans un monde dans lequel personne ne nous fait de cadeaux, et donc la souveraineté là-dedans, il faut qu'on trouve des espaces de souveraineté. Et on peut en trouver. Mais ça se construit, si vous voulez. Ça se construit. Alors, on parlait tout à l'heure dans les entreprises, on fait des choix en disant, bah là, on a vraiment un domaine dans lequel, oui,
on peut échapper à l'emprise des autres, on peut vraiment être indépendant, autonome, avoir le pouvoir décisionnaire, bref, toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir être souverain, selon les différentes définitions. Mais il y en a d'autres où il faut regarder les choses en face et dire non, sans là, on peut pas. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On mène quand même la bataille, mais on sait c'est pas du tout dans les mêmes conditions. Ou alors, on dit, ben, comme le disait Henri, ben, que d'autres prennent cette partie-là et nous, on prendra la nôtre. Ce qui est aussi une solution. Hein. Donc, vous voyez, regardez, on parlait tout à l'heure, là, parce qu'on est dans un monde qui est intéressé par le militaire. Regardez l'histoire des Allemands et des Français sur les contrats. Bon, le fameux SCAF, l'avion du futur. Bon, les Allemands nous ont fait traîner dans tous les sens pendant longtemps pour nous dire à la fin, parce qu'on protestait, oui, on va le faire avec vous. Et puis, en même temps, c'est marrant, 3 mois après, ils ont signé un accord avec les Anglais pour faire le concurrent. Et ils nous disent, mais non, c'est pour travailler ensemble. Non. Vous signez pas pour un domaine et puis après avec le concurrent, c'est pas vrai. Bon. Par contre, nous, on pourrait dire, eh ben, nous, on va financer totalement notre avion parce qu'on sait le faire. On l'a fait la preuve avec le Rafale et avec le Mirage, hein. Et on a des marchés, non pas en Europe, puisque maintenant les marchés européens sont pour l'OTAN, hein, donc avions américains, mais vous avez les pays, les BRICS, les fameux pays en développement, eux, ils veulent des produits qui ne soient pas contrôlés par les Américains, hein, qui risquent pas d'être, je dirais, stoppés par les Américains dans leurs actions, parce que c'est ça là aussi la technique, hein. Et donc comment faire? Eh ben, acheter l'avion français. Donc on a la capacité d'en vendre, on a la capacité de le faire. Par contre, sur les chars, pourquoi je vous disais ça? Comme on peut pas tout faire, sur les chars, les Allemands, ils ont déjà 2 chars. Alors, on avait signé un accord, hein, pour faire un char à 3. Et puis, aux surprises, les Allemands, ils ont sorti un char ultra moderne qui a toutes les caractéristiques de l'appel d'offres qu'on devait travailler ensemble, hein. Et le char, il est déjà sur le marché et il est utilisé en Ukraine. Bon. Et comme il est en Ukraine, tout le monde achète ce char en disant, ben voilà un char de nouvelle génération. Bon. Qu'est-ce qu'on va aller faire encore un char maintenant alors que ça va nous coûter une fortune et qu'on arrivera derrière les autres? Réponse, si on veut être souverain, faisons l'avion, faisons pas le char. Alors, il faut faire des choix. Je reviens à ce que disait Henri, et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans l'économique, c'est exactement pareil, hein. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Eh ben, on les fait pas. Et par contre, dans d'autres où on peut les faire, alors là, on affirme que nous sommes réellement souverains. Et là, on joue le jeu. Et là, on s'impose au monde entier parce que nous sommes les seuls capables de le faire, ou les meilleurs dans ce domaine. Donc, c'est tout un choix. Donc, la souveraineté, pour moi, aujourd'hui, c'est pas seulement un concept global, c'est aussi une sélection des choix très précis, hein. Et alors, une fois qu'on a fait le choix, par contre, c'est plus dans tous les sens, hein. On met tous les moyens nécessaires pour y arriver. Oui. On a parlé tout à l'heure des symboles. Effectivement, la souveraineté, la main de justice, ça reste. C'est le CEP qui va décider aussi. Écoutez, merci. Je pense que vous avez peut-être déjà des questions. J'ai vu des personnes qui souhaitaient réagir. Merci pour vos différents éclairages. On peut applaudir nos intervenants. Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous avons des micros qui vont circuler. Mon général, je vais vous prêter le mien puisque je vois que vous souhaitiez réagir. Je suis le général Perly, j'ai servi à l'état-major de l'armée de terre et le général Irastorza, que certains ont connu dans cette salle, il avait l'habitude de dire, on est toujours partagé entre 2 attitudes, soit de pas poser de questions et de laisser penser qu'on est idiot, soit d'en poser une et de montrer qu'on l'est effectivement. Je vais quand même me lancer. On n'a pas parlé de puissance, parce que passe par la puissance. Pourquoi les Américains ils peuvent imposer leur loi extraterritoriale? Parce que c'est une hyperpuissance qui a une force économique qui va imposer, en fermant le marché américain, par exemple, aux États, de se plier à ces lois extraterritoriales. Vous avez dit tout à l'heure que les GAFAM, ils n'avaient pas de souveraineté. Si, ils ont une souveraineté qui est liée à leur puissance économique, à leur puissance financière. Elon Musk, il balance 60 satellites par semaine dans l'espace contre. Alors, il n'y a pas vraiment de réglementation internationale, mais contre toute réglementation. En tout cas, il décide tout seul de sa stratégie économique. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où on se décidera à faire payer des impôts à Elon Musk? Peut-être qu'il va plus pouvoir le faire. Qui c'est qui va assurer la maintenance? Et on va parler du syndrome de Kessler, etc. La Chine, c'est pareil. La Chine, pourquoi elle fait cet effort militaire? Parce que elle veut imposer par la puissance une souveraineté, par exemple sur les autres
un découpage qui lui est propre de ses eaux territoriales en mer de Chine. Donc, on a l'habitude aussi de dire que l'Europe, c'est le dernier herbivore dans un monde de carnivores. Aujourd'hui, il y a quand même un hiatus, c'est-à-dire que la construction européenne, elle s'est faite contre l'avis des peuples, puisque on a raté la marche de la Constitution européenne. Donc, on n'a pas été en mesure de se doter des moyens d'assurer une véritable gouvernance au niveau de l'Europe. Or, aujourd'hui, on voit que est rejetée une Europe fédérale par la plupart des peuples européens. Comment on va réussir à régler ce hiatus pour se doter d'une véritable puissance pour peser face aux empires, qu'ils soient chinois, américains. Bon, les Russes, c'est un peu moins, mais voilà une question qui mérite qu'on y réponde. Vous voulez qu'on réponde maintenant, non? Oui, donc il y a deux empires, hein, essentiellement. Même si on peut considérer qu'il y a une menace russe qui mériterait d'être précisée, parce que je pense que c'est... Bon, enfin, on pourrait en parler, c'est un autre sujet. Mais il y a deux grandes menaces, et notamment, c'est pas mon domaine, mais le domaine du numérique montre bien qu'on est complètement dépendant. Alors, on est 500 millions, vous vous rendez compte, c'est ça. Pour moi, ça signe, d'une certaine façon, l'échec de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est 500 millions avec un PIB européen de l'ordre de 20 000 milliards, je crois, de l'ordre de 20 000 milliards de dollars. Et on n'a pas été capable de développer un Internet, des bases de données, le stockage des données, l'exploitation des données, etc., alors que les Russes, avec un PIB de 2100 milliards d'euros, ont leur Internet, leur machin, leur truc, etc. Et là, quand même, on s'est préoccupé de beaucoup de choses en Europe, des normes, mais aussi de beaucoup d'autres sujets. Il me semble qu'on n'a pas vu la dimension, la couche stratégique qui permettait ensuite aux Européens, aux nations européennes, de dire, bah tiens, tel projet, je prends, et à 7, 8, 10 pays, on peut faire des choses que les autres pays peuvent rallier le moment venu, mais c'est-à-dire se placer, se positionner comme une grande puissance. Je trouve que là, et ça peut être une politique d'État facilitée par l'Europe, l'Union européenne ou ce qui suivra peut-être, mais c'est d'abord des États qui doivent... Or, s'ils ne le font pas, c'est donc qu'ils sont en compétition pour tout, ou plutôt, ils préfèrent rallier une grande puissance, parce qu'il y a des relations particulières, la Suisse pour des questions financières, même si c'est pas dans l'UE, mais l'Allemagne pour vendre ses BMW et beaucoup d'autres choses, l'Italie vers tel pays, etc., etc. Et donc, comme il n'y a pas de convergence d'intérêts supérieurs, eh bien, alors on se place sous la couverture de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis. Il faut être sérieux quand on parle de l'OTAN. C'est les États-Unis dans le commandement, dans les normes, dans les capacités, dans le renseignement, etc., etc. Même si on a une autonomie à cet égard qui est significative. Bon, mais n'empêche que on est quand même très divergents. Et le problème, pour moi, de la communauté des nations européennes, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de projet avec des priorités, etc. Comme le disait Alain Juillet pour une entreprise, eh bien, on voit que s'il n'y a pas de convergence sur des objets stratégiques, eh bien, on est condamné à développer des niches et peut-être, quand même, nécessité faisant loi ou abandon par les Américains de certaines dimensions, eh bien, on coopérera à 2, 3 pays, 4 pays. Voilà. Oui, je ne croyais pas que chaque fois je vais dire des choses sur ce qu'a dit Henri, bien au contraire. Mais ça me faisait penser, pour aller dans ce sens, dans ce que tu viens de dire et ce qu'on disait avant. Vous voyez, moi, en général, je pense que régulièrement, nous avons des domaines en France. Hein, on a dans le domaine militaire, mais il n'y a pas que dans le domaine militaire, mais on a des capacités tout à fait exceptionnelles reconnues dans le monde. Regardez les sous-marins, par exemple. Nous sommes indiscutablement très, très bons dans les sous-marins nucléaires.
que ce soit les lanceurs d'engins et surtout les sous-marins d'attaque, et qu'ils soient nucléaires ou non nucléaires, parce que les fameux Barracuda, on est en train d'en vendre partout. Bon. On est reconnu mondialement puisqu'on en vend partout. Comment, dans le cadre de l'Europe, on peut accepter que les Espagnols aient un chantier de sous-marins qui s'appelle Navantia, qui fait des sous-marins réellement moins bons que les nôtres, et que les Allemands aient toujours conservé, parce que c'est la patrie des U-boats. Alors quand on leur dit, mais vous en êtes meilleurs, pas possible. Les Allemands, c'est les meilleurs dans les sous-marins depuis toujours, ce qui n'est pas vrai. Bon, n'empêche que TKW continue et ils vendent des sous-marins partout, et donc en plus des sous-marins qui marchent pas. Ils roulent bord sur bord, enfin ils ont plein de problèmes techniques. Bon, quand on regarde ça, pourquoi en Europe on n'est pas capable de dire, sur les sous-marins comme pour les avions par exemple, ce sont les Français. Par contre pour les chars ce sont les Allemands, pour les véhicules blindés ça sera autre, et ainsi de suite. Si vous voulez, on pourrait, s'il y avait une volonté européenne au niveau de l'armement, ça serait déjà formidable. Seulement pourquoi ça se passe pas? C'est parce qu'avec l'OTAN, et vous l'avez vu avec l'histoire de les États-Unis cette année ont eu le meilleur résultat de vente d'armes qu'ils aient jamais eu dans leur histoire, parce qu'ils ont vendu à tous les pays européens. Ils ont imposé à tous les pays européens du matériel américain, y compris les avions de chasse, au prétexte qu'il fallait que tout le monde se travaille sur les mêmes systèmes. Alors donc, à partir de ce moment-là, nous, on est éliminés. Alors, je crois qu'il faut en tirer les conséquences, si vous voulez. Alors, on a exactement la même chose dans le numérique. Et je crois qu'on perd la notion de la réalité. Vous voyez, le fameux quantique, vous savez, tout le monde maintenant vous parle de la physique quantique qui va effectivement tout révolutionner dans les années à venir. Bon, le quantique, on nous dit, les Américains disent, on va écraser le monde entier, avec le quantique, la physique quantique et l'application quantique. On met 14 milliards, c'est pas mal, 14 milliards de dollars en investissement de recherche. Alors l'Europe dit, nous aussi, on a compris, on investit dans le quantique, 1,9 milliard. Bon. Et personne ne parle de la Chine qui vient d'annoncer, Xi Jinping a annoncé dans son grand discours que vous avez peut-être vu là, où il officiait devant tout le monde, il a annoncé 46 milliards de dollars sur le quantique. Moi, je peux vous dire qui va gagner la bataille du quantique. Et en tout cas, une certitude aussi, je peux vous dire qui va la perdre. C'est nous. Quels que soient nos efforts. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut pas aller plus loin et chercher autre chose? Et vous voyez, je me souviens, pour parler encore toujours d'armement, parce que c'est intéressant, parce que c'est souvent un des domaines les plus en pointe, au niveau technique, au niveau innovation et autres. Regardez les armes hypersoniques, par exemple. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé. Parce que qui a inventé la technique qui permet de faire voler des armes à Mach 8, Mach 9, Mach 10? Les Français. Deux ingénieurs français ont inventé cette technologie. Évidemment, chez nous, on n'a pas investi, on n'y a pas cru. Résultat, c'est les Russes qui l'ont utilisé, les premiers, qui ont vendu la technologie aux Chinois, ce sont les seconds, et maintenant les Américains en panique essaient de retrouver une solution parce que ces armes-là, on les arrête pas. Le drame de ça, c'est qu'on ne les arrête pas. Entre parenthèses, c'est une des raisons pour lesquelles une guerre actuellement entre la Chine et les États-Unis n'est absolument pas souhaitée par les Américains, parce qu'ils savent qu'il y aurait des pertes colossales, puisqu'ils ne savent pas arrêter ce type de missile. Donc, vous voyez, mais quand je vous dis ça, c'est très important, parce que en définitive, on voit que là-dedans, il y a aussi des espaces de souveraineté, et qu'il faut chaque fois regarder ce qu'on peut faire ou pas faire. Oui, je reviens sur Musk et puis sur l'Europe. Non, je ne crois pas que Elon Musk fait partie des grandes personnalités du siècle. À ce degré d'intelligence, de technicité, de richesse, on touche le politique. Je ne crois pas qu'il soit souverain, parce que ce n'est pas lui qui fait la loi dans l'espace. C'est pas lui qui fixe les normes. Il inscrit ses activités dans un cadre qui a été façonné par les États. Il y a un traité de l'espace depuis 67. Ce sont les États qui autorisent les activités spatiales, même privées. Donc il est puissant, il n'est pas souverain, je dirais. Sur la puissance, bien sûr, il existe une école en droit international qui nous dit la vraie souveraineté ne repose pas que sur l'indépendance politique ou l'effectivité territoriale, mais sur la puissance réelle. La puissance réelle. Alors la puissance n'est pas que du quantitatif, c'est aussi du qualitatif. Israël, c'est tout petit.
je crois que c'est puissant. Alors, quelque part, je l'évoquais, taille critique, l'envergure démographique, économique, et puis la capacité de décider, d'agir en cas de crise. Il faudrait pouvoir articuler les deux choses, avoir l'aptitude décisionnelle et la taille critique. Alors, je suis d'accord avec vous pour le deuxième point. Oui, pour peser face aux autres États géants, peut-être la solution est-elle la fédéralisation européenne. Une Europe fédérale, elle pèserait. Mais encore faut-il que ce soit une fédération européenne qui confie sa défense à des Européens. Et puis, deuxièmement, je suis pas contre cette idée d'une fédération européenne. Mais quelque part, j'en ai gros sur le cœur. Parce que s'il y a une fédération européenne, la France n'est plus qu'un État fédéré. Elle n'est plus État souverain. Et donc, elle ne sera plus sujet de l'histoire. La Californie est riche et puissante, mais la Californie n'a pas de souveraineté. C'est un État fédéré. Et donc, c'est pas la Californie qui fait l'histoire. C'est les États-Unis, le gouvernement fédéral américain. Et donc, le jour où il y aura une fédération européenne avec un gouvernement fédéral européen, pourquoi pas? Mais il faudra dire adieu à la souveraineté française. La souveraineté passera de Paris à Bruxelles. C'est ça. Alors, il y a une décision ici déchirante, hein, c'est sûr. Voilà, en général. Bonsoir, merci pour vos interventions. Monsieur Cumin. Ah, pardon. Pardon. Allez-y. Excusez-moi. On va passer après la parole à monsieur. Là, voilà. Monsieur Cumin, en début de conférence, vous avez parlé de Carl Schmitt. Et pour revenir à ce philosophe, notamment un principe qu'il a développé qui est la dénomination de l'ennemi. On entend souvent parler de souveraineté. En réalité, c'est un sujet qui est souvent traité en conférence, etc. Mais on entend assez peu parler de la dénomination de l'ennemi qui est nécessaire dans le cadre de guerre, puisque la guerre, c'est aussi un sujet qui est ressorti dans cette conférence, que ce soit la guerre économique, politique. Et donc, voilà, ma question tourne autour de cela, c'est-à-dire que on entend souvent parler de souveraineté, mais on n'entend jamais parler de qui est l'ennemi profondément, que ce soit au niveau économique. Alors le CR 451 a fait un travail à ce niveau-là, Monsieur Juet, mais on reste souvent à la surface des choses et pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau politique. Quelles sont les forces réelles politiques qui sont aujourd'hui les ennemis de la France? Puisque tant qu'on n'a pas cité ces ennemis, en réalité, politiquement, nous serons nuls, nous serons dans le vague. Donc, qui est l'ennemi? Alors ça, la désignation de l'ennemi, c'est toujours un exercice. On en a parlé beaucoup. Il y a eu quelques années, au moment où on en a parlé en France et puis on a parlé aux États-Unis ailleurs, la désignation de l'ennemi. Qui est l'ennemi? Alors, pour l'Amérique, c'est tout ce qui nous considère comme n'étant pas tout ce qui peut gêner la suprématie absolue de l'Amérique. Donc, tout le monde est ennemi à partir du moment où on représente un danger pour l'Amérique. Et ça, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand vous êtes dans l'économique, hein, l'ennemi, c'est bien entendu toutes les entreprises, petites, moyennes ou grosses, qui peuvent empêcher d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Là, c'est pas la suprématie mondiale, mais les objectifs que vous êtes fixés. Or, vous apercevez qu'il y a quantité d'entreprises dans le monde qui peuvent effectivement contribuer à vous empêcher. Donc, là aussi, on a une multitude d'ennemis. Hein, comme pour les pays ont des ennemis partout. Alors après, il y a un autre élément aussi dans le point de vue de l'ennemi. Effectivement, les ennemis, ils sont pas forcément tous de la même taille et de la même force. Mais les ennemis aussi peuvent s'allier, ils peuvent avoir des intérêts communs à certains moments. C'est-à-dire qu'il y a des alliances et des ruptures qui se font entre les différents ennemis que vous avez en face. À certains moments, l'ennemi, oui, vous allez voir qu'il est devenu très fort parce qu'ils se sont mis à plusieurs. Et à ce moment-là, les États ou les grandes entreprises vont essayer de fragmenter ces ennemis parce que c'est plus facile de réduire. Les militaires le savent bien, plusieurs poches qu'une grosse poche. Hein. C'est plus facile d'attaquer des villages qu'une ville.
Hein, si je prends l'exemple de l'Ukraine, c'est plus facile d'attaquer les petits villages autour d'Ardivivka que d'aller attaquer Kharkov. Hein, c'est clair, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut en être conscient. Donc, alors, ça dépend aussi de la puissance et de ce que vous avez. Et je remarque d'ailleurs que les Américains, quand ils ont des ennemis, quand ils ont désigné un ennemi, ils n'hésitent pas, là je reviens à ce que disait Henri tout à l'heure, à faire appel à d'autres gens pour les aider. Hein. Souvenez-vous, en Syrie, l'attaque de Mossoul, qui était une grande ville, hein, comme Kharkov, hein, en Ukraine, bon, qui a été attaquée par les Alliés, hein, contre Daesh, se battant contre Daesh. Les Américains, ils n'ont pas envoyé les troupes américaines, hein. Ils ont envoyé les Kurdes. Alors les Kurdes se sont fait massacrer, et une fois qu'ils ont été massacrés, les Américains leur ont dit merci d'avoir pris Mossoul, et puis on les a abandonnés. Assez classique. Hein. Et il faut voir. Et donc, si vous voulez, on est dans un monde dans lequel, vous savez, l'homme est un loup pour l'homme, hein, comme tu dis. Hein. Alors, les ennemis, vous en avez ce que vous disiez tout à l'heure, il y en a partout. Alors, bien sûr, techniquement parlant, le politique va se créer des ennemis et en général, on va choisir des ennemis qu'on va charger de tous les défauts. Souvenez-vous de la guerre en Irak, il y a maintenant très longtemps de ça, mais hein, moi c'est de bons souvenirs, enfin de bons souvenirs, tout est relatif. Hein, quand on voyait tout ce qu'avaient pu raconter nos amis américains sur Saddam Hussein. Bon, il suffisait de réfléchir une seconde pour voir que c'était à 80% des mensonges éhontés. Hein. Par exemple, quand il disait que Saddam Hussein était associé à Al-Qaïda, alors que l'Irak était le seul pays avec la Syrie où les femmes n'avaient pas de voile et où toute la religion était pratiquée. Hein, puisque c'était un régime laïque, comme la Syrie. Ça, on l'avait oublié. On disait, il est avec Al-Qaïda. Pourquoi? Parce qu'il faut charger l'ennemi. C'est la théorie du bouc émissaire, cher au philosophe René Girard. Hein. On charge l'ennemi de tous les défauts, et donc, en montrant que c'est l'ennemi, en l'ayant chargé de tous les défauts, eh ben, ça permet de s'exonérer de tous ces problèmes. Mais ce que je voudrais vous dire, moi, c'est ce que je vois avec l'Algérie aujourd'hui. 60 ans après la guerre d'Algérie, on est toujours coupable. On est toujours nous qui avons responsable de tout. Il y a une panne dans la ville d'Alger, c'est la faute des Français. Bon, c'est pareil. Le bouc émissaire, cher René Girard, le bouc émissaire, l'ennemi, c'est la France. Donc, tout est chargé sur la France et comme ça, on s'exonère de toute responsabilité. Vous voyez? Donc, le problème de l'ennemi, c'est aussi un exutoire qui nous permet de nous libérer de nos propres défauts et de nos propres failles. Il faut dire la vérité. Hein? Donc l'ennemi, c'est pas uniquement un ennemi clair, diplomatique, militaire et autres. Non, on construit l'ennemi en fonction des intérêts des États. Et au niveau des entreprises, j'ai remarqué que c'est pas exactement ça, mais ça ressemble quand même, parce qu'on a tendance à privilégier des ennemis dans des zones connues ou des pays connus. Hein? On va vous parler du concurrent américain, du concurrent allemand, du concurrent anglais. On vous parlera rarement du candidat sud-africain ou du concurrent vietnamien. Et pourtant, quand vous allez voir, ils sont aussi efficaces que les autres. Mais ils sont loin. Alors ça fait moins réagir. Hein, c'est plus facile de faire réagir sur des choses qu'on appréhende, qu'on connaît. Hein. Vous réagissez avec l'émotion beaucoup plus fortement sur des choses qui vous concernent, où vous avez l'impression qu'elles vous concernent, que sur des choses qui sont totalement irréelles, en définitive, perçues comme irréelles. Hein. Ça, c'est le problème. Et là, c'est la construction de l'ennemi. Et la Chine, aujourd'hui, regardez les Américains avec les Chinois, par exemple, c'est très intéressant. Parce que d'un côté, ils construisent tous les jours l'ennemi en nous disant, ça, comme l'a dit d'ailleurs Yiping au président Biden l'année dernière au mois de novembre, il lui a dit mais je comprends pas pourquoi vous n'acceptez pas, vous les Américains, qu'il puisse y avoir deux grandes puissances dans le monde, pourquoi voulez-vous nous faire la guerre? Ça a été écrit, hein, ce que je vous dis là, c'est pas une invention, ça a été écrit, c'est les comptes rendus de l'entretien qu'a eu Biden avec Yiping. Bon, et quand vous regardez la réalité militaire, là je parle devant certains militaires, mais c'est très intéressant. Le budget américain est encore augmenté cette année, 770 milliards de dollars, c'est pas mal, hein. Plus gros budget de défense au monde et largement. Deuxième budget militaire dans le monde, le budget chinois, 220, 225 milliards de dollars. C'est-à-dire 3 fois moins que les Américains.
Alors, ceux qui connaissent l'art militaire savent très bien qu'en attaque, il faut 3 fois plus de moyens qu'en défense. Ça veut dire que les Chinois sont en train de construire une stratégie défensive contre les Américains. Je mets ça à votre réflexion. Mais vous voyez, pour vous dire, il faut tout analyser. N'empêche qu'on construit l'ennemi chinois comme on a construit l'ennemi l'Union soviétique à la grande époque, en le chargeant de tout, y compris d'avoir les armes les plus véloces, les plus efficaces et tout, parce qu'évidemment, avoir un ennemi, ça permet aussi de justifier tous les investissements qu'on va faire chez soi. Car si vous n'avez pas d'ennemi, pourquoi investir dans la défense? Donc c'est toujours la même chose. Donc c'est l'action-réaction, le bouclier et l'épée, enfin bref, c'est tous les vieux concepts qu'on connaît depuis toujours, hein. Oui, tout à fait. Alors, Schmitt, effectivement, il avait une fameuse définition du politique, c'est la relation ami-ennemi. Et il négligeait l'ami pour se concentrer sur l'ennemi. À tort ou à raison. C'est vrai que dans le pouvoir souverain, il y a le pouvoir de guerre, ce qui suppose de désigner l'ennemi. Je crois que les relations politiques, elles se déploient entre amis et ennemis, mais entre amis, on peut être rivaux. Avec l'ennemi, on peut avoir des complicités. Alors, effectivement, durant la guerre froide, États-Unis et l'URSS étaient ennemis, mais ils pouvaient être complices vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la non-prolifération nucléaire allemande ou japonaise. Vous savez, Schmitt, il était trop abrupt, ami-ennemi. Mais en vérité, ami n'exclut pas rivalité, ennemi n'exclut pas complicité. Et puis les choses peuvent évoluer. Et puis au sein d'un même pays, un gouvernement peut désigner tel ennemi, mais une partie de sa population ne pas être d'accord. Disait Julien Freund, qui était un disciple en partie de Schmitt, il disait c'est pas forcément nous qui désignons l'ennemi, c'est peut-être aussi l'ennemi qui nous désigne. Donc, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Nous, en Europe, on ne veut pas avoir d'ennemis, nous, en Europe. Les gouvernements comme les populations. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas d'ennemis qu'on n'en a pas. C'est pas forcément nous qui désignons, c'est l'autre qui nous désigne. Et ça, c'est terrible, ça. Hein. Et c'est, comment dirais-je, la relation d'hostilité, elle peut être compliquée par le fait que, au sein d'un même pays, il peut y avoir des divergences terribles. Pour certains, ce qu'une partie de la population désigne comme ennemi, pour l'autre, c'est un ami. Et ici, vous comprenez ce qui se profile. C'est pas seulement la figure de la guerre étrangère, c'est la figure de la guerre civile. Lorsque le désaccord est au sein d'une société. Et ça, c'est pire que tout. Parce que la vraie antithèse de l'État, c'est la guerre civile. En vérité, c'est la désunion extrême. Donc, on n'a pas parlé de cela parce que la souveraineté présuppose qu'on dépasse les relations, les divergences au sein d'un pays, les divergences d'opinion, d'origine, etc. Mais lorsqu'on n'arrive pas à dépasser cela, eh bien, effectivement, le spectre, c'est la guerre civile. Et c'est l'ennemi intérieur et pas forcément l'ennemi extérieur. Et donc, Schmitt, en son temps, l'Allemagne des années 20 et des années 30, il y avait des divisions terribles, hein, gauche et droite, NSDAP, Parti communiste. L'Allemagne était au bord de la guerre civile. Bon. Donc, il pensait ça en son temps. Mais nous pouvons adapter cela à notre époque en France. Oui, il y a des ennemis extérieurs. Il y a peut-être aussi des risques très graves intérieurs. Mais si vous comprenez, c'est très grave de dire ennemi. On préfère dire adversaire, des choses comme ça. C'est plus euphémisé. Mais oui, le spectre, c'est cela. Vous voyez, la relation ami-ennemi au sein d'un pays. On sera très court aussi. Plusieurs occasions, vous faites référence aux restrictions de moyens financiers, manque de possibilités, que ce soit pour l'État, pour les entreprises. Je vais juste rappeler quand même un cadre dont les Français ne semblent pas avoir trop conscience, à savoir que depuis 20 ans, nos échanges extérieurs sont déficitaires, ce qui signifie qu'aujourd'hui même, depuis 20 ans, chaque année sans exception, nous dépensons plus que nous produisons. Et la différence, bien, c'est autant de dépendance qui se développe vis-à-vis de l'étranger. Alors, quand vous avez parlé un moment, premier poste budgétaire de l'État, remboursement de la dette, pas du tout. Intérêt de la dette.
Et intérêt versé à qui? Pas aux Français. Intérêt versé aux prêteurs qui sont pour la plupart du temps étrangers. Donc nous nous enfonçons petit à petit aujourd'hui depuis 20 ans et j'attends moi le candidat ou d'autres fonctions qui dira aux Français « Ah oui, vous avez un problème de pouvoir d'achat. Vous avez trop de pouvoir d'achat par rapport à ce que vous produisez. » Bon, aujourd'hui, l'impression des Français est tout à fait à l'opposé de ce qui est. Eh bien, c'est de savoir si cette prise de conscience peut être effectuée d'une façon ou d'une autre et si vous pouvez y contribuer. En fin de compte, la prise de conscience qu'on pourrait avoir un budget, notamment un budget de développement, recherche-développement ou budget de défense supérieur à ce que l'on a si nous gérions bien notre argent, parce que les intérêts de la dette, je crois qu'on est encore au deuxième poste parce que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, au total, ça fait un peu plus. Ça fait, je crois, 80 ou 90 milliards d'euros. Le problème, c'est pas seulement la question du budget, c'est la question de la bonne utilisation. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, amis et ennemis, parce que je rebondis un petit peu, là, je partage tout à fait ce sentiment. C'est pour ça que je parlais de la notion de cohésion de la nation. Mais pour qu'il y ait cohésion, il faut qu'il y ait au niveau de la nation une ambition nationale, avec un chef qui porte l'ambition nationale. Je personnalise pas là, parce que ça fait déjà longtemps qu'il n'y a plus ça. Mais je crois que c'est indispensable dans une entreprise, comme dans une unité militaire, comme dans beaucoup d'autres domaines, le domaine associatif, le domaine cultuel ou culturel, il faut qu'il y ait un but, une ambition. Lyotet disait un but, toujours un but. Et De Gaulle rajoutait un but avec 12 chemins du blanc au noir. Ça rejoint ce que disait Alain Juillet sur la navigation, parce que les conditions dans 2 ans, qui les connaît? Qui connaissait les événements actuels au moment des élections présidentielles? Non. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'ambition pour la France. Aux États-Unis, c'est clair, c'est écrit d'ailleurs. Nous demeurerons la seule puissance globale. Démocrates ou républicains, toujours le même discours. Nous sommes la première puissance mondiale, nous resterons la première puissance mondiale. C'est ça le problème. Et c'est donc d'abord une question de volonté nationale. Et l'Europe ne sera forte que si les nations sont fortes et les présidents président, premier ministre, etc., suffisamment intelligents pour placer une ambition commune. Voilà. Et sinon, il n'y aura pas d'adhésion. Donc, ça repose sur la justice, sur un certain nombre de choses et le travail. Vous voyez, il y a 50 ans, en 70, j'ai un frère, et quand il signait son contrat dans les travaux publics, comme conducteur de travaux, c'était sur le contrat 50 heures par semaine. C'est marqué 50 heures par semaine. Comprenez que, et la réduction à 35 heures a contribué à faire en sorte que, eh bien, le travail n'est plus la priorité. Voilà. Et donc, il y a eu un désarmement, en quelque sorte, intellectuel de travail. Et donc, on produit moins, on sous-traite à l'extérieur. Et donc, faute d'exigence, on peut disparaître. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Oui, je voudrais aussi ajouter une chose que je pensais là, en écoutant ce que disait Henri, c'est que il faut bien voir. Hein. Là, moi, je vous parle. Moi, j'ai redressé une partie de ma vie. J'ai passé mon temps à redresser des entreprises, et je me suis aperçu, c'est valable aussi bien d'ailleurs au niveau politique aussi, au niveau géopolitique. Je me suis aperçu qu'en définitive, un point très important pour mobiliser les gens, c'est une vision précise d'un objectif à atteindre. Pourquoi? Parce que quand vous fixez un objectif à long terme aux gens, les militaires le savent bien, mais les grandes entreprises le savent très bien aussi. Vous fixez un objectif à long terme. Vous allez fixer des étapes en disant, voilà où on va, voilà comment on va y arriver, voilà les étapes qu'on va franchir. À chaque étape que l'on franchit, ça soude tout le monde se dit, on avance, on va dans le bon sens. Il y a une volonté de plus en plus forte d'atteindre le but parce qu'on sait qu'on va y arriver, on est convaincu qu'on va y arriver. Et ça s'appelle l'espérance.
Or, la vertu d'espérance, c'est la plus belle vertu pour les peuples. Et le drame, dans un pays comme le nôtre, si vous regardez bien, c'est que la jeunesse a perdu l'espérance parce qu'on ne sait plus lui désigner l'objectif. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Je trouve que c'est un très beau mot conclusif, cette idée de dire qu'en fait, finalement, aujourd'hui, la souveraineté est peut-être symbolisée par la capacité qu'a un souverain, un chef d'État, à faire aussi partager du rêve. Est-ce que finalement, le souverain, c'est pas celui qui porte le rêve? Moi, en vous écoutant, tous, et notamment Alain Juillet sur ce dernier propos, je pense à la course à l'espace, par exemple, aux États-Unis, avec cette ambition. Et nous avons, nous aussi, des projets que nous pourrions, notamment dans le domaine spatial, promouvoir et faire rêver cette jeunesse, lui donner de l'ambition, de l'espoir, de la persévérance, de l'espérance. Donc, en tout cas, merci à toutes et tous. Je crois qu'il n'y a plus de questions.